Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où on parle un peu de tout. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Dans quel monde aurais-tu pu imaginer que l'ami de ton fils qui venait chez toi régulièrement serait désigné comme le coupable du meurtre de ta fille de 16 ans après 20 ans d'enquête? C'est ce qui est arrivé à la famille Widener. 20 ans après la disparition de Amy Widener, l'ami de son frère a été reconnu coupable. Gloria Widener a éduqué ses enfants seule. Amy, sa fille, est née en 1993. Elle a un frère aîné, 2 petites sœurs ainsi qu'un petit frère. Amy est une fille studieuse. Elle nourrit le rêve de devenir enseignante. Elle est réputée pour son comportement joyeux, son attitude enjouée et son sourire engageant. À l'âge de 14 ans, la vie prit une tournure inattendue lorsque Amy tomba enceinte. Sa grossesse resta inaperçue par sa famille jusqu'à près de 6 mois. Elle dissimulait son ventre sous des vêtements amples pendant 6 mois. Quand il devenait de plus en plus difficile de la dissimuler, Amy rassembla le courage nécessaire pour aborder sa mère, éclatant en sanglots alors qu'elle dévoilait sa situation. « Maman, je ne veux pas que tu me détestes », confia-t-elle en larmes. Gloria, surprise, déclara « J'étais abasourdie, je ne pouvais tout simplement pas y croire. Je pensais que c'est la pire des choses qui pouvaient m'arriver dans la vie », raconta Gloria, ignorant encore les événements déchirants qui allaient se dérouler. Le père du bébé d'Amy est Tony Abercrombie, un jeune de 20 ans qui était un ami de son frère aîné. Leur relation était un secret bien gardé. Aucun membre de leur famille n'était au courant. Gloria, la mère d'Amy, a interdit tout contact entre Amy et Tony, insistant pour qu'Amy rompe complètement avec le père de son enfant. Elle a établi des règles strictes pour les futures interactions de sa fille. Le 25 octobre 1987, Amy Widener a donné naissance à sa fille Emily. Seulement 6 jours après l'accouchement de sa fille, Amy a repris ses études, jonglant désormais avec la responsabilité d'une nouvelle mère. Gloria, reconnaissant l'importance de l'éducation pour l'avenir de sa fille, a apporté un soutien indéfectible à Amy. Gloria s'occupait souvent d'Emily pour faciliter la scolarité d'Amy. Gloria a reconnu également le besoin d'Amy d'avoir une vie d'adolescente typique, lui accordant du temps avec ses amis. La dévotion d'Amy envers ses études n'a pas faibli même au milieu des exigences de la maternité. Amy a continué à exceller sur le plan académique. Elle recevait des éloges de ses enseignants pour sa diligence et son travail acharné. La vie semblait se réaligner sur un plan positif au fil des ans, avec Amy réussissant à surmonter ses défis. Cependant, juste au moment où ils trouvaient leur marque, un événement soudain bouleversa tout. Le 13 novembre 1989, Amy Widener, âgée de 16 ans, se réveilla avec une douleur à la gorge. Elle décida de rester à la maison avec sa fille de 2 ans, Emily. Gloria, sa mère, propose de laisser Emily avec la nounou, mais Amy a choisi de garder sa fille avec elle. Après le petit déjeuner en famille, chacun partit pour sa journée. Gloria se rendit au travail et les frères et sœurs d'Amy partirent à l'école, laissant Amy et Emily seules à la maison. À 9h30, Gloria appelle Amy mais elle ne répond pas. Inquiète, Gloria demande à une voisine de vérifier ce qui se passe. La voisine dit à Gloria que Amy n'est pas sortie lorsqu'elle a sonné à la porte. Cela a poussé Gloria à quitter son travail et à rentrer chez elle. En arrivant, elle découvrit Emily assise dans les escaliers. Elle gravit rapidement les marches pour se retrouver face à une scène tragique et choquante. Amy gisait sans vie et dévêtue sur le lit, entourée d'une importante quantité de sang.
La police entame un examen méticuleux de la résidence des Weiner. La scène les orienta initialement vers une suspicion d'une tentative de cambriolage parce qu'il manquait des équipements stéréo qui appartenaient au grand frère d'Amy, John Paul. Aucun signe d'infraction n'était visible dans la maison. Le ou la coupable aurait pu entrer par une porte en arrière non verrouillée ou par la porte d'entrée principale ouverte par Amy elle-même. Les éléments cruciaux furent découverts dans la chambre d'Amy. Une empreinte de main ensanglantée sur le linge de lit, une empreinte de main sur le mur et plusieurs mèches de cheveux présumément appartenant à l'agresseur. Les conclusions du médecin légiste indiquent qu'Amy Weiner avait subi un coup à la tête avec un objet tranchant et étranglé. Le fait qu'Emily, la fille d'Amy âgée de 2 ans, était témoin des événements éprouvants est profondément troublant. Pour la collecte de preuves, la police a isolé et retiré la partie du mur portant l'empreinte sanglante de la pomme. Puis, ils ont récupéré les vêtements de la victime et le linge de lit sur le lieu du crime pour approfondir leurs enquêtes. Dans le processus d'investigation sur le cas d'Amy Weiner, les détectives ont initié des interrogations parmi sa famille, ses amis et les voisins. John Paul, le frère aîné d'Amy, âgé de 17 ans, a mentionné comment les enquêteurs le suspectaient initialement lors de l'interrogation. Cependant, il avait un alibi fiable et aucune preuve ne le reliait à l'incident. Tony, l'ancien petit ami d'Amy et le père d'Emily, a également été interrogé. Il avait un alibi solide le jour du crime. L'attention de la police est également portée sur Troy Jackson, le voisin des Weiner. Troy fournit des échantillons de ses cheveux qui ne correspondaient pas à ceux trouvés sur la scène de crime. En plus de ces 3 personnes, la police interrogea d'autres connaissances, voisins et camarades de classe d'Amy. Des empreintes digitales, des échantillons de cheveux ont été prélevés sur tous, mais aucun ne fut soupçonné. Les funérailles d'Amy Weiner eurent lieu peu après, attirant une foule considérable venue le rendre hommage. Sa mort fut profondément ressentie au sein de la communauté. Les détectives assistèrent également aux funérailles, observant attentivement les participants dans le cadre de leur enquête. À la suite de cette tragique perte, la famille Weiner s'accrocha à l'espoir que le meurtrier d'Amy serait rapidement appréhendé et traduit en justice. Cependant, alors que les jours se transformaient en semaines puis en mois, aucun suspect n'était identifié. Suite au décès d'Amy, Gloria Weiner adopta également sa petite-fille Emily, assumant le rôle de mère. Le poids du chagrin et de la peur pesait sur Gloria, hantée par des pensées sur le coupable et inquiète pour la sécurité de sa famille. Elle ne laissait jamais ses filles seules à la maison et vivait dans un état d'anxiété constant avec l'agresseur toujours en liberté. Gloria envisageait même de déménager dans une nouvelle maison pour des raisons de sécurité. Mais les contraintes financières limitaient leurs options, les laissant faire face à ces moments difficiles dans leur résidence actuelle. Les amis d'Amy furent profondément également touchés par la tragédie, consumés par la peur que le criminel puisse les viser elles aussi. Avec le temps, Emily, la fille d'Amy, grandit. Emily n'avait aucun souvenir de la mort de sa mère. Les détectives revisitent périodiquement la famille Weiner, les ramenant involontairement à la douleur de ce jour funeste. Gloria dévoila qu'il eut un moment où la constante rétrospection du passé devint insupportable. Son unique aspiration était que les autorités laissent sa famille en paix et arrêtent de raviver des souvenirs qui ne pourront pas ramener Amy. 13 ans après la mort d'Amy Weiner, en 2002, un développement inattendu survint dans l'affaire. Le département de la police reçut un appel d'un homme de 29 ans affirmant avoir eu un rêve où Amy Weiner communiquait avec lui au sujet de sa mort. Bien qu'il fournissait des détails sur le meurtre, la plupart des informations étaient déjà divulguées dans les reportages d'actualité. La police enquêta sur cet individu âgé de 16 ans au moment de l'incident et qui résidait en face de la maison des Weiner. Ses empreintes digitales et son ADN furent examinés, mais aucune correspondance ne fut trouvée entraînant sa libération.
Bien que son appel n'ait pas apporté d'éléments significatifs, il incita les détectives à réexaminer le dossier non résolu en 2002. L'enquête fut relancée auprès des amis et connaissances d'Amy, en particulier ceux qui avaient eu des problèmes judiciaires au fil des années. Malgré des efforts, l'enquête n'est pas résolue. En 2011, un groupe Facebook intitulé Remembering Amy Widener fut créé par des amis d'Amy, ravivant l'intérêt pour son cas. Le détective responsable du cas d'Amy fit appel à son collègue, le détective Bill Carter, pour l'aider. Bien que son expertise fût située dans des activités illégales non liées à un homicide, Carter fut poussé à explorer les dossiers du meurtre d'Amy pendant son temps libre. Carter plongea profondément dans le dossier vieux de 2 décennies, scrutant chaque détail, réexaminant les preuves, passant en revue les relevés de présence scolaire du jour du meurtre et scrutant la liste des participants aux funérailles. Il saisit les détails de l'affaire dans une base de données et identifiant des pistes négligées, notamment plusieurs amis du frère d'Amy, John, qui n'avaient jamais été interrogés ni soumis à des prélèvements ADN lors de l'enquête initiale de 1989. Dans sa quête de nouvelles pistes, le détective Carter prit contact avec la famille d'Amy Widener et les amis d'Amy en 2011, cherchant des noms de personnes pouvant détenir des informations sur l'affaire. Il initia la collection d'ADN auprès de personnes négligées lors de l'enquête initiale de 1989. Après le crime, la police avait fait du porte-à-porte dans le quartier où vivaient les Widener, en documentant les noms des résidents. Carter revisita ses enregistrements et la zone, vérifiant si des résidents habitent toujours à leur adresse d'origine. Ces efforts le conduisirent à une femme vivant en face du lieu du meurtre, une voisine et amie d'Amy. Elle essaya de se rappeler les noms des garçons avec lesquels Amy était amie. Bien qu'elle répétait la plupart des noms déjà connus et enquêtés, elle mentionna également un nom inconnu à Carter, Rodney Dink. La famille Widener connaissait bien Rodney car il était un ami de John Paul, le frère aîné d'Amy. Ils passaient du temps ensemble à faire du vélo et de la pêche. Lorsque Carter interrogea John Paul à propos de Rodney, il le décrivit comme une personne réservée qui restait largement à l'écart et n'avait jamais éveillé de soupçons. Carter visita la maison de Rodney Dink, âgé maintenant de 40 ans, qui vit avec sa mère près des Widener. Carter alla chez Rodney. Rodney était au travail. Carter laissa sa carte de visite. Rodney rappela Carter qui sollicita une rencontre pour discuter du meurtre d'Amy. Rodney avait des antécédents d'agression en 1991 et de vol en 1997. Rodney consentit à la rencontre. Cependant, lorsque Carter revint chez Rodney était introuvable. Les empreintes digitales de Rodney, déjà dans la base de données, furent comparées à l'empreinte de pomme trouvée chez les Widener. Les résultats confirmèrent une correspondance entre les empreintes de Rodney et l'empreinte sanglante de la main sur la scène de crime de 1989. Après 23 ans, un suspect était enfin identifié, mais Rodney avait disparu de chez lui, déclenchant une recherche intensive de la police. Les détectives localisèrent la voiture de Rodney se cachant chez un ami. Confronté par la police, Rodney brandit un couteau et clame son innocence, se blessa lui-même en tentant d'attaquer les agents. Il fut maîtrisé avec un pistolet à impulsion électrique, menotté et amené à l'hôpital. Au cours d'une interrogation de 2 jours à l'hôpital, enregistrée sur caméra, Rodney avoua le meurtre d'Amy. Prétendit que son intention initiale était un cambriolage, ne s'attendant pas à la présence d'Amy à la maison. Rodney raconta être entré par une porte coulissante en verre et avoir été surpris par Amy. En état de panique, Rodney saisit précipitamment l'objet le plus proche et frappa la jeune fille à la tête, un geste qui conduisit finalement à sa mort. L'échantillon ADN de Rodney fut prélevé et comme prévu, il correspond à l'ADN trouvé en 1989 sur le drap et la couverture du lit d'Amy Widener. Rodney avait même assisté aux funérailles d'Amy, pleurant aux côtés des autres et présentant ses condoléances à Gloria Widener. Rodney n'avait étrangement pas attiré l'attention pour une raison inconnue. Il n'avait jamais été considéré comme un suspect ni interrogé à l'époque.
En raison de cette confession et des preuves à son encontre, Rodney fut condamné à une peine de 65 ans de prison en 2013. Après la résolution du cas d'Amy, la famille Widener organisa une réunion avec le détective Bill Carter en 2014 pour commémorer les 24 années sans Amy. Emily, la fille d'Amy, est devenue adulte. Elle a obtenu son diplôme. Gloria, la mère d'Amy, continue de vivre dans la maison où s'est déroulé le drame. La chambre d'Amy, toujours ornée de photos d'elle, accueille désormais les petits-enfants de Gloria.